Et donc oui, Louis Rambry va s'inscrire dans ce type de développement. Il connaît les matières, il connaît la valeur ajoutée de son personnel, ça c'est très important, on en reparlera tout à l'heure avec Mathias Fauchil, parce que ce qui fait aujourd'hui l'essor de la rumanerie des mers, je vous donne en mille, c'est la qualité de la matière première, la volonté d'avoir toujours un coup d'avance sur les concurrents en ayant un pôle de développement dans l'usine, et puis surtout, c'est le respect du travail et de la qualité du travail des différents ouvriers. Et c'est un dénominateur commun aux Cominois très important, parce que ce qui a permis l'émergence d'une activité textile à Comines, c'est la qualité de la matière première et le savoir-faire des tisserands. Ça commence vers 1150 après Jésus-Christ. Et depuis donc la deuxième moitié du XIIe siècle, malgré les vicissitudes de l'histoire, on n'a jamais cessé de tisser à Comines. Et on a toujours eu la volonté d'entreprendre dans le domaine du bienfait, de l'excellence textile. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on vous dit que si vous voulez changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Vous connaissez cette publicité, c'est le slip français. Le slip français a son usine principale basée à Saint-André-les-Lys, chez Le Maillot. Eh bien, cette usine qui fonctionne du feu de Dieu, je connais bien son directeur Martin Boivard qui est un ami, cette usine, si elle existe aujourd'hui et si elle a pu contribuer au développement qualitatif du textile, c'est en grande partie grâce à des Cominois qui travaillaient des rubans de qualité, des textiles de qualité, pour la marque qui ne s'appelait pas encore le slip français à l'époque, mais HL, ACHEL, du nom des initiales de Henri Le Maillot, le fondateur de cette entreprise. On a exporté et on exporte encore du ruban partout. Il faut savoir qu'avant 1914-18, entre 1860 et 1914-18, Comines est la capitale mondiale du ruban utilitaire. On a du mal à se l'imaginer aujourd'hui, mais plus de 80% des rubans qui étaient consommés de par le monde provenaient de Comines. L'autre centre très important, c'est Saint-Étienne. Et quand on analyse historiquement les fabricants de rubans à Comines et à Saint-Étienne, on se rend compte que c'est exactement la même chose que chez les Bourbons de France ou les Habsbourg d'Autriche. Ils sont mariés entre eux. Dans le groupe, on a c'était Brigitte Scoutetten qui a épousé Jean Braga. Mariage dissolu depuis, mais bon, à l'époque, c'était effectivement pour pouvoir donner encore un apport supplémentaire à l'essor de l'entreprise. Je voulais vous poser une question. Oui. Qu'en 1920, notre grand-père connaissait parfaitement le métier. Moi, je n'ai pas retrouvé dans la famille, enfin, dans la recherche que je peux faire. À quelle date il est rentré bien avant la guerre? Bien avant la guerre. Et en fait, il va être adopté, je crois que c'est en 1919. Enfin, pardon, voilà. Il est adopté. Voilà, c'est ça. Parce que Désiré Ducarin et Hélène n'ont pas d'enfants et qu'ils désirent que leur entreprise continue. Donc ils ont déjà ce plan futur. Donc ils ont aussi dans leur volonté paternaliste, ils ont l'idée de transmettre un outil en excellent état de fonctionnement, avec un personnel qualifié, à leurs successeurs. Alors, on sait très bien que Désiré Ducarin, on parlait des Scoutetten tout à l'heure, c'est l'ennemi endémique, comme les Français et les Anglais dans l'histoire. Vous avez certainement entendu parler du gros César, comme on l'appelait, César Scoutetten, qui était le parangon de la politique catholique de l'époque. Bon, il y a quelques petits coups de calibre contramaritales, mais quand même, voilà. Et donc, il y a des batailles très très violentes qui existent. Aujourd'hui, on irait en prison pour des mots pareils dans la presse. Mais à l'époque, ça va très très loin. Et d'ailleurs, je vais vous livrer une petite anecdote que j'ai pu retrouver en étudiant justement le journal de Désiré Ducarin qui s'appelle La Fraternité, et dans lequel il règle un peu ses comptes. Son concurrent, qui était César Scoutetten, implanté depuis plus longtemps que lui. Scoutetten sont implantés à Comines une première fois en 1786 sous forme de manufacture et à partir de 1788 sous forme d'usine. Ils ont gardé bizarrement la date de 1788 comme leur date de fondation, mais pourtant c'est 2 ans avant ça que l'entreprise est fondée. Et donc, quand en 1886-87, Désiré Ducarin crée sa première usine textile, que ça fonctionne,
et qu'il devient le deuxième fabricant le plus important de rubans à commune, après Albert Galland qui a envie de dépasser, mais il n'y arrivera jamais. Les Scouts-Étienne qui sont là depuis plus longtemps le voient d'un très mauvais œil. Et ils vont se livrer, en tout cas César, va se livrer à une forme d'espionnage industriel en corrompant une employée des postes. Et quand vous connaîtrez le prix de la corruption, vous allez tomber du grenier à la cave. Cette dame s'est laissée corrompre pour 2 paires de jartelles élastiques nouveautés et chez César Scouts-Étienne. Et la jartelle en question, vous allez pouvoir la voir dans une de mes L'affaire a été éventée. Cette dame, malheureusement, a perdu son emploi. César Scouts-Étienne s'en est tiré à bon compte. Hein. Tout le monde s'est moqué de lui dans la presse, etc. Et Désiré Lucarin a pu faire valoir sa foi d'honnête homme. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits allers-retours entre les deux comme ça. Pourquoi j'ai ça? Oui, parce que dans la presse de l'époque, on peut vraiment suivre l'évolution de la pensée de Désiré Lucarin, qui est quelqu'un de paternaliste, je vous disais dans le bon sens du terme. Il va construire à Comines un établissement de bain public parce que les gens se lavent 1 fois par mois dans la Lys dans des conditions d'hygiène qu'on n'ose pas imaginer. Aujourd'hui, elle est plus ou moins propre, mais il y a 20-30 ans, quand j'étais jeune et qu'on traversait le pont frontière, vous aviez une mousse très très envahissante et nauséabonde qui venait, quand il y avait du vent, vous frapper le visage. Donc il va créer ça. Il va créer un abattoir parce que les gens tuent les bêtes chez eux dans des conditions d'hygiène qu'on n'ose pas imaginer. L'hospice hôpital qui existe à l'époque à Comines est plus un mouroir qu'autre chose, et ce n'est pas dénaturer le travail des médecins et des bonnes sœurs qui officiaient à l'époque. On n'avait pas une médecine aussi développée, en tout cas c'est une médecine empirique. Et donc Désiré Lucarin décide de construire un hôpital avec des couloirs qui viennent séparer les différents niveaux pour éviter la progression des maladies nosocomiales. Il va créer aussi, que dirais-je encore, oui, il a encore d'autres projets dans les cartons. Il va moderniser la trame viaire de la ville aussi, parfois avec comment je vais dire ça, des idées qui prêtent à rire. Il va notamment faire démonter le monument aux héros de la guerre de 1870 qui est devant chez lui, parce qu'il a été érigé par la municipalité précédente avec laquelle il ne s'entend plus. Et il va le reléguer au cimetière. Et quelque part, il a bien fait, parce que le cimetière ayant été plus ou moins épargné, vous le verrez tout à l'heure, ce monument de 1870 qui est très important, qui est dû à M. Fortier, qui est un grand architecte, eh bien, il est conservé aujourd'hui. Tout comme la tombe de Désiré Lucarin. Le monument est juste à côté. Voilà, il est juste à côté. Le portrait où j'ai vécu, c'est l'endroit où il y avait mort. Voilà, absolument, mais c'est exactement ça. Et figurez-vous que tout à l'heure, je vous montrerai quand on ira au cimetière, vous avez la tombe de Désiré Lucarin dans laquelle il va montrer son modernisme véritablement affiché. Il va faire travailler un artiste majeur de l'époque, qui est un collaborateur de Victor Horta, qui est un des plus grands sculpteurs belges qui s'appelle Godefroy de Vries. L'architecte de la tombe, c'est Gustave Mourman, à qui l'on doit le visage moderne de Comines, les écoles, etc. Et un peu plus loin, vous avez un bâtiment qui appartient à la famille Cato, une espèce de vrai faux temple grec à la sauce XY, qui montre bien la différence qu'on a entre des personnes qui se veulent absolument ancrées dans l'histoire avec un argument d'autorité qui est l'Antiquité grecque, depuis longtemps on est les meilleurs, et puis à côté de ça, le monument de Lucarin qui s'inscrit dans une esthétique résolument contemporaine, et qui montre que j'ai réussi, mais je suis un homme de mon époque, avec les moyens de mon époque, et je m'exprime dans un langage esthétique différent de ceux qui font du faux vieux à 2 francs 6 sous. Quand je dis 2 francs 6 sous, c'est pas tout à fait ça, puisque si on devait chiffrer le prix d'un monument pareil, aujourd'hui c'est 400 000 euros. C'est quand même pas mal. La dernière demeure à 400 000 euros, il fallait oser. Si vous calculez sur l'éternité, c'est pas cher. Voilà. Non, c'est même gradé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Et donc un peu plus loin, vous avez aussi le cénotaphe des Rambry qui est présent aussi, juste à côté d'ailleurs de la tombe de Lucarin. Et alors vous allez retrouver les mêmes combats aussi dans la mort que dans la vie. Parce que face à la tombe de Désiré Lucarin, vous avez une tombe qui appartient à la famille Scouts-Étienne.
Et ils ont choisi exactement la même représentation. Le Christ bannière, c'est-à-dire le Christ qui triomphe de la mort et qui ressuscite. Qui sort de tombeau, c'est ça? Pardon? Qui Qui sort du tombeau, absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Bucarin va le réaliser avec un esprit, une esthétique de son époque, et chez Scout-Étienne, on va rajouter des petites moulures, etc. Et l'œuvre, elle est vraiment risible, parce qu'au niveau des raccourcis, au niveau de la profondeur, c'est vraiment quelque chose de très moche. Voilà. Et donc, c'est marrant de voir que c'est dans ce temps des yeux. Oui, c'est ça, en fait. Ils ont voulu certainement... depuis, alors en plus, ils ont choisi de se faire ensevelir dans la partie annulaire du cimetière. Le cimetière de Comines-France, qui est extraordinaire, c'est un petit Père-Lachaise en puissance. Parce qu'il est conçu sur la même chose. Vous avez donc l'allée des nobles et puis au centre un déambulatoire annulaire où vous avez des tombes les plus importantes, dont celle de Bucarin. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'allée centrale, vous avez des sépultures plus modestes. Mais c'est vraiment très représentatif de cette espèce de guéguerre sociologique qui existe entre les différents tenants de l'industrie rubanière. Je pourrais vous montrer à côté du fameux temple grec de Cato une autre branche de la famille qui, elle, est résolument plus moderne et qui décide de se faire ériger ce qu'on appelle un fond de chapelle, une demi-chapelle, dans une esthétique qui est plus celle des art and crafts de la fin du 19e et du 20e en France et en Angleterre.